Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir plusieurs promotions en présentiel donc dans notre amphithéâtre de Césy-Nanterre. Nous avons des bachelors responsables qualité, sécurité, environnement, performance industrielle, il me semble. Nous avons également les premières années de notre cycle préparatoire intégré et puis des responsables chantiers, voilà, BTP. Merci à vous d'être là. Et nous avons également les gens qui nous suivent via le live. Et oui, vous avez l'opportunité de suivre chaque semaine toutes les causeries via un lien live, donc unique sur toute la saison, gratuit, diffusable. Vous n'hésitez pas à le transférer à vos réseaux personnels et professionnels. Et puis, un simple clic à 13h et il se ferme à 14h. Rien de plus simple. Donc, pour justement revenir, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, les causeries Césy, c'est quoi ? Donc, on est sur la 10e saison déjà. C'est en fait un cycle de conférences sur des actualités, des sujets d'actualité ou de culture générale en général qui peuvent enrichir la culture de chacun d'entre nous, apprenants, vos tuteurs, les institutionnels, les entreprises, tous ceux qui sont intéressés donc, pour enrichir leur culture générale. Vous avez des thématiques performance industrielle, énergétique et digitale, l'entrepreneuriat, toutes les transitions liées évidemment à l'actualité avec la transition écologique et énergétique. Vous avez tout ce qui est autour des sciences humaines et la culture générale qui regroupe l'art, les sciences, l'international ou encore l'environnement et l'économie. Donc aujourd'hui, on vous propose ce type d'outils. C'est vraiment l'idée, c'est de vous apporter des connaissances sur plein de sujets différents et de pouvoir interagir après avec un public très varié. Donc tous les mardis, de 13h à 14h, fin octobre, fin avril, à part une petite pause pendant le dernier mardi de l'année et le 1er de janvier. On se retrouve donc avec des intervenants différents à chaque fois. L'idée, c'est d'interagir. Comme je l'expliquais un petit peu à notre public il y a quelques instants, vous avez l'occasion de poser des questions à la fin de l'intervention du causeur. Donc vous levez la main bien haut que je vous identifie afin de vous apporter un micro et pouvoir partager vos interrogations avec l'ensemble du public aujourd'hui. Mais également, vous avez l'opportunité, à travers votre écran, de poser vos questions en envoyant un mail à causerie@cesy.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Un grand plaisir de recevoir Monsieur Julet, Vincent Julet, qui se présentera lui-même. Ce sera plus intéressant. Moi, je le remercie grandement puisque les causeries passant, on a toujours des personnes hyper intéressantes, hyper enrichissantes qui viennent partager leur expérience ou leur connaissance avec vous. Merci à lui d'être là. Et puis, je vous laisse entre ses mains pour une causerie d'1 heure. Merci Vincent. Merci beaucoup Héloïse. Oui, alors, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Vincent Julet. Donc je suis un acteur associatif très engagé pour la cause du handicap, que ce soit au niveau local, puisque sur ma ville à Courbevoie, je suis président de l'association Bien Vivre son handicap, qui vise à créer du lien et donner localement une visibilité positive au handicap. Je suis vice-président de la PHPP, Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, où j'interviens auprès de parlementaires, de ministres, pour porter le sujet du handicap dans tous les pans de la société. Je suis nouvellement membre de la commission permanente d'un organe qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées, donc qui regroupe les 120 associations les plus influentes de France pour parler de handicap. Et puis j'interviens en entreprise en tant que consultant, management et stratégie handicap. Et puis conférencier, c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Alors, hier, Héloïse m'a appelé et m'a dit bon, je suis là moi pour parler de mon parcours. Donc je vais vous raconter. J'espère que ce sera. Héloïse a dit que ce sont des histoires intéressantes. J'espère que mon histoire vous intéressera. En tout cas, Héloïse m'a demandé de mettre ce qui s'est passé pour moi en perspective de quelques chiffres sur le handicap. Alors d'abord, peut-être vous donner une définition de ce qu'est le handicap. Alors,
cette définition, c'est intéressant parce elle existe, mais elle est ultra contestée. Elle est ultra contestée parce qu'on parle de limitation de possibilité d'interaction. Mais en fait, elle est contestée parce que beaucoup disent que si on ne peut pas interagir comme tout le monde en situation de handicap, qu'on ait un fauteuil roulant, qu'on ait une canne blanche, pour simplifier à ce moment-là, eh bien, c'est aussi et surtout parce qu'effectivement, l'environnement n'est pas accessible. Parce qu'effectivement, les besoins spécifiques de chacun ne sont pas pris suffisamment en compte. Alors là, je vous laisse la lire, hein, elle est longue et même si elle existe, je n'ai jamais été en capacité de la connaître par cœur. Alors moi, je vais vous donner quelques chiffres sur le handicap. On a 12 millions de personnes en France en situation de handicap. C'est beaucoup, c'est 20% de la population. On a 11 millions d'aidants. Alors ce chiffre-là, il est intéressant parce qu'on peut être aidant d'un parent, on peut être aidant d'un enfant, et puis on peut être aidant de quelqu'un de son entourage. Je crois que c'est aussi intéressant parce que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, et puis la réforme vient juste de passer, mais si vous avez un parent qui est en situation de handicap, eh bien, vous aurez la possibilité d'être boursier. En fait, vous prenez 4 points pour votre dossier de bourse. Donc, peu importe le niveau de rémunération des parents, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, un chiffre, parce que on pourrait faire 4 heures sur les 4 slides que je vais vous présenter, mais on a à peu près 4 minutes. Un chiffre, c'est que aujourd'hui, puisque un certain nombre d'entre vous sont déjà en entreprise ou vont bientôt l'être, nous avons aujourd'hui une obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap dans toutes les entreprises de plus de 20 collaborateurs. Donc je crois que c'est ce chiffre-là qu'il faut retenir, 6% pour plus de 20 personnes. En gros, si vous n'atteignez pas ces 6%, on est aujourd'hui à 3,5%, eh bien, il y a des pénalités financières, pour simplifier, que doivent régler les entreprises. Alors, moi, ce que je veux peut-être dire ici, et je crois que c'est que le handicap, souvent, pendant très longtemps, on a expliqué que c'était le fauteuil roulant. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, et même encore aujourd'hui, si vous regardez sur une place de stationnement, vous avez le dessin du fauteuil. Bon, le handicap, c'est pas seulement ça. Pour vous dire, le fauteuil roulant, c'est 650 000 personnes en France. C'est assez intéressant. Je parlais de 12 millions, 650 000. En gros, 5% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant. On imagine le handicap comme le fauteuil roulant et on imagine le handicap comme la canne blanche. La canne blanche, le nombre de personnes non-voyantes ou malvoyantes profondes, c'est 200 000 personnes. Donc c'est vraiment très faible. C'est-à-dire que si on additionne les fauteuils roulants et la canne blanche, c'est 850 000 versus 12 millions. Donc c'est vraiment très peu. Et je crois que ce slide-là, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est tous les différents types de handicap. Et en fait, on imagine très bien le fauteuil roulant, on imagine très bien la canne blanche, on imagine aussi la langue des signes française, voilà. Mais après, ça va très au-delà de ça. On a les handicaps mentaux, trisomie 21, ça on pense à peu près. Et puis après, on a les handicaps psychiques, les handicaps cognitifs, les TDAH, les TOC, la bipolarité, la schizophrénie, l'autisme. On a la dyslexie, la dyspraxie. Il y a énormément de choses. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent quand on parle de handicap. Ça, c'est un des très gros sujets que beaucoup vont vivre en entreprise. Et en plus de ça, beaucoup peut-être le vivront dans leur monde professionnel de demain. C'est aussi toutes les maladies invalidantes. Et ça, je crois que c'est un point aussi super important. Donc, dessus, on peut penser à des choses comme la sclérose en plaques, mais on peut penser aussi à l'épilepsie, on peut penser au diabète, on peut penser à l'asthme, on peut penser à des allergies, on peut penser aux conséquences du cancer, on peut penser aux conséquences du sida. On peut aller vraiment très loin, et c'est la grande majorité finalement des handicaps, c'est vraiment au-delà, c'est ça dont je voulais vous parler, au-delà du fauteuil roulant. Et puis, le dernier point, moi, sur lequel effectivement, moi je voulais apporter je ne sais pas si c'est le bon slide, là, je sais pas où j'ai appuyé, mais je pense que c'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Si tu peux me le remettre. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles. Alors concrètement, les handicaps invisibles, c'est quoi ? Ce sont des handicaps qui ne se voient pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, à ce stade, vous voyez, moi, là, pour l'instant,
on est en situation de handicap, ce qu'on appelle invisible. Et puis, c'est pas vraiment de la magie hein, pour le coup, ça devient un handicap visible. C'est tout bête, mais c'est un peu l'histoire que je vous propose de vous raconter. Quelque part, je crois que c'est le sujet, hein, c'est que, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais je crois que c'est le sujet, c'est quand on a un handicap invisible, on a la possibilité de se cacher. On a la possibilité de se cacher vis-à-vis des autres, et on a aussi la possibilité de se cacher soi-même, de se mentir, de se cacher la vérité en se disant c'est super, comme je cache ce que j'ai, je peux aussi facilement ne pas dire aux autres ce que j'ai, et donc faire comme tout le monde, faire semblant. Et c'est un peu l'objet des quelques minutes que j'ai envie de passer avec vous, et ces quelques minutes pour lesquelles je remercie Héloïse de m'avoir invité pour ces causeries. Tu n'hésites pas, Héloïse, s'il y a une question, je la prends, sinon on enchaîne. Alors moi, la date, parce qu'effectivement, déjà, moi, je suis heureux de partager une partie de ma vie avec vous. La date dont je vais vous parler, c'est... Bon, oui, tout le monde est né, heureusement, mais de peu. 29 octobre 2006. 29 octobre 2006, moi, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je suis originaire de Normandie, issu d'un milieu plutôt populaire, mais mes parents se serrent la ceinture à cette époque-là pour me payer une école de commerce. Je rentre en 2000 chez une société qui s'appelle Sagem. On vend des fax, des photocopieurs, des imprimantes. C'est un milieu très difficile, un milieu où règne l'ultra-performance, où le seul juge de paix, c'est le chiffre d'affaires que vous générez en fin de mois, en fin de semaine, fin de journée même. Et puis bon, après quelques premières semaines pour m'acclimater, j'ai rapidement de bons résultats. Je deviens vendeur grand compte, je m'occupe de comptes stratégiques. Et puis après, avec de bons résultats encore, en ayant été plusieurs fois premier vendeur de France, je me prends un poste de manager, de chef de vente, où je gère 6 collaborateurs. Bon, bref, je gagne bien ma vie. J'ai un appartement cossu, une belle voiture. J'ai ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait, je ne sais pas, une vie classique de cadre parisien. 29 octobre 2006, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était un dimanche. Il fait quelque chose comme 15 heures. Je rentre d'un déjeuner de chez mes parents. Je suis sur la voie de gauche, sur l'autoroute A13, pour ceux qui connaissent. Et puis, à bord de mon cabriolet. Et puis d'un coup, je ressens un immense flash sur l'œil gauche. En une fraction de seconde, je venais de perdre 8 dixièmes. 15 jours après, j'avais totalement perdu la vue sur l'œil droit, sur l'œil gauche. Le lendemain, 30 octobre, je vais à l'hôpital des 15-20, l'hôpital d'ophtalmologie, le principal hôpital de Paris et de France. J'y vais en tout début de journée. Et puis, alors on m'explique à ce moment-là qu'il faut que je passe peut-être en urgence un IRM parce que peut-être, en fait, la maladie qui avait touché 12 personnes avant de ma famille, c'était pas ça que j'avais, donc il fallait qu'on passe des examens au cas où, en urgence. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma maladie, il y avait effectivement 12 personnes qui avaient été touchées par la même chose, atteintes de cécité. C'est une maladie génétique, donc ça s'appelle la neuropathie optique de Leber. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est une maladie qui est transmise par les femmes, qui touche majoritairement les hommes, qui conduit à la cécité. Alors je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais on est dans un brouillard opaque, hein, c'est à peu près ça. Et d'abord, ça touche l'œil, un des 2 yeux, et après, une semaine, un mois après, majoritairement, ça touche le 2e œil. Voilà. Globalement, on a perdu ce qu'on appelle la vision centrale. Ça touche majoritairement des hommes, transmis uniquement par les femmes. Dans plus de 99% des cas, les 2 yeux sont touchés. Mais je vous ai dit dans ce délai-là à peu près. Une semaine, un mois, 2 mois max, peut-être un peu plus. Alors, je suis à l'hôpital, et puis au bout de 7 heures, on ne s'était pas occupé de moi. Et moi, je commençais à paniquer. Je disais, mais non, il paraît qu'il y a une solution. Peut-être il faut que je passe un IRM, ça va peut-être tout sauver, etc. etc. Alors, et là, je vais voir les infirmières qui s'occupaient de l'accueil. Et puis, je crois qu'on fait semblant de prendre en compte ma demande.
Et puis je me retourne et j'entends un mais qu'est-ce qui vient nous casser les pieds celui-là? De toute façon, il n'y a rien à faire avec sa maladie. Il est sûrement pas pressé, il va devenir aveugle. Et ben, c'est avec ces mots terribles que j'ai engagé les semaines qui ont suivi. Parce que, je vous disais tout à l'heure, tout me réussissait quasiment. Et ouais, et je me suis dit, mais non, je ne veux pas devenir aveugle. Pour l'instant, je perds la vue que sur un œil. Il y a des choses à faire. Alors, j'ai été accompagné par un neuro-ophtalmologiste qui a voulu croire au miracle avec moi, qui a voulu essayer de trouver un remède à une maladie qui a aujourd'hui encore, malgré quelques essais en thérapie génique, il n'en a pas. Et ouais, mon quotidien pendant ces semaines qui ont suivi, c'était entretien individuel, réunion, rendez-vous en clientèle, examens médicaux, fond de l'œil, IRM, bolus de cortisone, ponction lombaire qui m'a fait avoir des migraines incroyables pendant une semaine où je passais les entretiens et je vomissais entre les entretiens individuels. Enfin bref, des moments assez terribles où chaque jour j'ai voulu croire au miracle. J'ai voulu croire au miracle parce que je me suis dit oui, peut-être moi ça ne va pas se passer comme ça. Je vais peut-être faire partie de ces 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000, je n'ai pas la stat exacte, mais qui ne sont pas touchés. Alors chaque jour, moi je me souviens de cette histoire, hein, chaque jour je me levais avec l'œil gauche comme ça, je disais ah, ok, toujours, je vois quasiment rien, super. L'œil droit, c'est bon, ça tient. Ça a duré 1 semaine, ça a duré 2 semaines, ça a duré 1 mois, ça a duré 2 mois, ça a duré 3 mois. 3 mois où finalement ce que m'avait demandé de faire mon médecin, c'est-à-dire d'arrêter la cigarette, d'arrêter le café, c'était en train de tenir. J'étais en train de devenir miraculé. Et puis en fait, ce qui devait arriver arriva, hein, c'est que j'ai eu beau nier ce qui allait se passer. Un jour, je suis en voiture et je ressens comme un picotement sur l'œil droit. Pas grand-chose, comme une poussière dans l'œil. Vous savez, quand vous avez passé, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais trop longtemps sur un écran. Et puis là, vous avez commencé à avoir les yeux qui piquent un peu, qui sèchent. Alors généralement, vous fermez les yeux, clignez de l'œil et puis ça passe, quoi. Ça passait pas. Alors c'est assez rigolo, enfin, entre guillemets, assez rigolo parce que à l'époque, on m'a dit non, c'est peut-être pas ma maladie, c'était autre chose. Alors on y est encore. Donc finalement, j'ai encore 3 lunettes de vue à la maison pour soigner de l'astigmatie. Ça a duré 1 semaine, 15 jours. Le temps qu'on fasse mes lunettes, j'avais déjà perdu la vue. Après, on est passé des lunettes à un monoculaire, c'est une grosse jumelle sur un œil pour voir les lignes de métro. Et puis après, au boulot, je travaillais avec un grossisseur d'écran et puis jour après jour, la quantité de texte qui apparaissait sur l'écran, elle diminuait. Un jour, moi je me souviens plus de ça, mais c'est un de mes collègues, 15 ans après, qui m'a raconté ça, qui m'a dit, mais tu sais Vincent, à la fin, il n'y avait plus qu'une seule lettre qui apparaissait sur ton écran. Et on te voyait faire comme ça, avec, à scroller, mais je ne scrollais pas sur des vidéos TikTok. Je scrollais sur la lettre après la lettre qui me permettait de voir mon mail. Bref, un jour, cette lettre-là, elle a disparu. Il n'y avait plus qu'une sorte de tache noire, un mélange de taches noires sur un écran blanc, quoi. J'étais devenu aveugle. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire. Je ne pouvais plus... même m'habiller devenait compliqué, je ne pouvais plus voir les couleurs. Là, maintenant, j'ai simplifié ma façon de m'habiller, je suis souvent en costume. Donc, c'est simple. Mais ouais, je ne pouvais plus, évidemment... Même taper un code de carte devenait difficile. Au début, monter un escalier, baisser un escalier, on me dit, il y a une marche. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend? On ne savait rien. Est-ce que... Enfin, oui, cette période-là, elle a été violente. Un monde profondément hostile. Puis à ce moment-là, j'étais encore dans le déni. Moi, je dis, mais pourquoi moi? Non, c'est pas possible, ça va revenir. Le matin, je reclignais le même œil. Et puis en fait, ouais. Mais l'œil droit, il était devenu comme l'œil gauche. Il n'y avait rien qui venait. C'était une période vraiment très difficile, je crois. Je me suis dit, il va falloir que j'arrête, je me mette en invalidité, j'arrête de travailler. Je me suis dit que j'allais faire autre chose. Moi, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que font les aveugles? Ils font kiné. Je connaissais aussi les accordeurs de piano, mais les accordeurs de piano, je ne connaissais rien en musique. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'avais vu dans la presse qu'il y avait un avocat. Alors, l'ironie de l'histoire, aujourd'hui, je le connais, ce gars-là, mais il y avait un avocat qui était aveugle. Et je dis, franchement, j'ai même à ce moment-là, pour être très sincère avec vous, j'ai pensé au pire. J'ai pensé, pour être honnête, j'ai pensé mettre fin à mes jours. Ouais, parce que ma vie d'avant, elle était terminée. Donc
Donc je ne pouvais pas l'accepter. Et puis un jour, je ne sais pas, je crois que comme pris par une incroyable force, pulsion de vie, quelque chose comme ça, je décide de rebondir un peu, vous savez, comme quand vous êtes au fond d'une piscine, puis hop, vous buvez la tasse, et puis vous, voilà, grande pulsion qui vous fait ressortir. Alors moi, à ce moment-là, l'hypothèse que j'ai choisie, c'était de me battre pour continuer à faire ce que je faisais. Avec le recul, je ne sais pas si c'était la bonne solution, mais en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors, je me suis battu, mais je me suis dit, mais si je veux garder moi ma place, si je veux rester manager performant, je dis, mais déjà, je ne vois plus mon écran, comment ça va, comment je vais pouvoir faire? Alors, en un temps record, et avec l'aide de ma société, qui m'a fait confiance et à qui j'ai fait confiance, j'ai appris en un temps record à utiliser un lecteur d'écran. J'ai appris en un temps record à pouvoir, en vocal, lire, utiliser une messagerie, pouvoir utiliser Excel, faire des présentations en PowerPoint. Mais la vérité, c'est que même si j'avais compensé 90% de mon handicap d'un point de vue visuel, d'un point de vue informatique, pardon, c'était pas suffisant, ça pouvait pas suffire. Il y a trop de choses. Dans la vie de tous les jours, il y a trop de choses qu'on attrape par le visuel. Moi, aujourd'hui, là, je sais qu'il y a du monde. Voilà. Alors, je n'ai pas géré ça avec Loïs, c'est peut prendre une photo pour faire une communication avec plaisir, mais je sais qu'il y a du monde. Mais voilà. Il y a des masses. Moi, j'ai des masses noires devant moi. Tout le monde est à peu près la même masse. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on attrape avec le visuel. Plein de choses. Et c'est quand on rentre quelque part. Comment la personne en face est habillée, c'est quoi son style, d'où elle vient, ce qu'elle fait. Et on adapte tout ça en fonction de ce qu'on voit de la personne en face. Je crois que ça c'est... Donc je me dis, mais non, il y a plein de choses que je ne vais plus pouvoir faire, je ne pouvais plus contrôler. Moi, j'étais un manager très contrôlant, je contrôlais tout ce que faisaient mes collaborateurs à la minute près. Je me dis, tiens, c'est pas ce que tu as rentré là comme information, c'est pas tout à fait juste, il y a pourquoi, etc. Enfin, c'est peut-être infernal d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Et à ce moment-là, ouais, je me dis, non, il va falloir que je fasse autrement. Je perds trop d'informations, je ne pourrai pas continuer à être performant si je ne change pas quelque chose de fondamental. Alors j'ai réfléchi, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Sur tout ce qui allait être visuel, j'allais être moins bon que les autres, il faut être honnête. Alors je me suis dit, comment on fait? On va faire autrement. J'ai réfléchi, je me suis dit, ok, où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que mes collègues perdent du temps? Mes collègues, ils perdent du temps quand ils demandent quelque chose. Bon, moi aussi d'ailleurs. Quand on demande quelque chose et que ce quelque chose, il n'est pas fait. Quand on dit, tiens, vas-y, est-ce que tu peux faire ça? Et puis la personne a dit oui, puis quand elle se retourne, elle pense non. Ça, je peux vous dire que c'est le truc qui fait perdre le plus de temps à un manager, peut-être même d'ailleurs à un prof aujourd'hui. Et je lui dis, tiens, comment on fait pour ça? Comment, si je gagne cette bataille-là, ça c'est déjà pas mal. Là, je peux sur le management à proprement parler, je peux être à 100%. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur le management situationnel, j'ai travaillé sur les critères de motivation, les besoins de mes vendeurs, j'ai travaillé sur les facteurs de motivation, de démotivation, j'ai travaillé à faire en sorte d'avoir un relais dans mon équipe. J'ai essayé de faire en sorte de comprendre les besoins de chacune des personnes qui m'entouraient. Et puis je me suis dit, si chacun était un peu plus compétent, mon équipe, elle serait plus performante que si moi, j'étais voyant. Ça a marché. J'ai décidé aussi d'ailleurs, je crois que c'est ça la clé, j'ai décidé de faire confiance. Et ça, je crois que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été handicapé, pour être honnête. Les résultats ont été fantastiques. En 2 ans, sur une vingtaine d'équipes, mon équipe a été tout en haut des classements, première et deuxième. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Mais en situation de handicap, je crois que c'est important de dire ça aussi, c'est que, oui, souvent, on en fait plus. Alors, ce que les employeurs n'ont pas toujours en tête, c'est que on en fait plus. Et du coup, ça peut apporter aussi quelque chose de plus à l'entreprise. Mais c'est pas parce qu'on a décidé, c'est pas parce qu'on s'était convaincu soi-même qu'on allait pouvoir être performant que le manager, lui, les patrons, ils allaient être d'accord avec ça. Moi, mon entreprise, à l'époque,
ils avaient été vraiment, ils avaient été au-delà du légal. Ils m'avaient aidé à m'acheter des outils pour que je puisse continuer à faire ce que je faisais, même en perdant la vision. Voilà. Mais on pensait me mettre ailleurs. On pensait me mettre sur un poste, avec le recul, ça aurait été sympa, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de voir ça comme une rétrogradation. On pensait me mettre à l'époque à la formation. Alors moi, je remercie le responsable de la formation à l'époque, qui voulait bien me prendre parce qu'il pensait que je pouvais apporter à ces jeunes vendeurs dans ce que je savais faire. Mais pour moi, c'était comme rétrogradé, je ne voulais pas. Alors, j'ai dû me battre. Mais en situation de handicap, je crois qu'on se bat et c'est le quotidien de chacun. Je ne suis pas tout seul comme ça. Un jour, je me souviens, j'étais en entretien avec mon directeur de département, je crois qu'il dirigeait 500 personnes. Et puis, bon, bref, on discute. J'avais répondu à un appel à candidature pour le poste du dessus. Et un jour, Bruno me dit, à un moment, Bruno me dit dans la conversation, il me dit, écoute Vincent, c'est bien ce que tu me racontes, mais bon, moi, je suis responsable juridiquement de ce qui se passe dans mes équipes et ça ne va pas le faire. Et il me dit même un truc, il me dit, mais tu sais, au-delà de ça, au-delà du caractère juridique, je suis comme un papa. Et moi, un manager, c'est comme un papa. Pour moi, je suis comme un père. Et comme un père, je sais que tu prends un niveau de risque incroyable tous les jours pour aller en rendez-vous. Et ça, je ne peux plus te laisser le faire. Ça va devoir s'arrêter. À ce moment-là, moi, je me prends un uppercut. Sincèrement, je dis, mais... Et puis je lui réponds, je dis, tu sais, Bruno, tu raisonnes comme un père, et je t'en remercie. Je te demande de te mettre à la place de ma mère, qui vient de transmettre une maladie génétique à son fils, qui est en train de le faire devenir aveugle. Et si ma mère, elle accepte que son fils, il prenne un niveau de risque, selon toi, important, parce qu'elle pense que c'est pour son bien, je te remercie, toi, d'accepter de faire la même chose. Petit blanc, il m'a dit, je reviens vers toi. Quelques semaines après, je suis dans une salle, il y a 7 personnes, il y a mes chefs plus 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Responsable de la formation, ma DRH, puis tout le monde baisse la tête, je crois. Silence pesant. Et à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai écouté personne ne prend la parole, donc je vais le faire. Et bon, on est clair, vous voulez me mettre sur un autre poste, soyez tranquille, je vais vous dire oui. Maintenant, on est au mois de septembre, on termine l'aventure. J'ai une aventure à terminer avec mon équipe, et donc on termine et on finit l'année comme ça. Et après, vous ferez ce que vous voulez. J'accepterai. Bon, à ce moment-là, j'étais un peu peut-être fou, j'aurais dit. Et en plus de ça, je fais 20% de l'objectif en plus en contrepartie. Enfin, bon, c'était pas le sujet, mais je me suis senti comme obligé de le dire. Réunion, c'est terminé, et on m'a dit on revient vers toi. On n'est pas revenu vers moi. Quelques semaines après, je reçois, comme tout le monde, un mail, dans toute la force de vent, je reçois un mail qui me dit que je fais partie de l'organisation pour l'année d'après. J'avais gagné ce pari, qui était un pari peut-être incroyable. C'était en un temps record de rester à ma place. Quand j'analyse ça froidement, je dis ok, j'ai gagné le fait de continuer à faire ce que je faisais. Bon, après, quelques mois après, j'ai proposé une nouvelle organisation. J'ai évolué dans la structure. Et puis après, j'ai pris 2 autres postes. Après Sagem, j'ai pris 2 autres postes dans 2 autres structures, dans les entreprises de formation, 2 postes de direction commerciale. J'ai montré qu'en se battant, en faisant autrement, avec aussi le mental et avec une vraie envie de faire, une vraie envie de se dépasser, peu importe ce qu'on avait envie de faire, si on avait vraiment envie de le faire, eh ben on était en capacité de le faire, handicap ou pas. Bon. Mais tout ça m'a conduit après, en 2019, je me suis investi localement dans le cadre d'une élection municipale et puis pour la cause du handicap. Après 2020, le Covid est passé par là. Je monte un groupe Facebook qui s'appelle Bien vivre son handicap à Courbevoie. Ce groupe, il s'est transformé en une belle association. On travaille à rompre l'isolement et puis on travaille autour du vivre ensemble, faire en sorte que chacun puisse être un citoyen à part entière. Et je crois que c'est un truc super important. On fait des sensibilisations dans les écoles, puis on vient au quotidien aussi en aide à chacun. Aujourd'hui, moi, je suis aussi à la PHPP, l'Association nationale pour la prise en compte du handicap, dans les politiques publiques et privées. En l'espace d'1 an et demi, j'ai été plusieurs fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Élysée, au Parlement européen, pour parler de handicap.
je m'éclate dans ce que je fais. Je m'éclate et pour autant, sincèrement, je crois que je fais un truc qui est beaucoup plus enrichissant aujourd'hui parce que je suis en situation de handicap, alors que ce serait sûrement moins intéressant si j'avais pas eu ce que j'ai aujourd'hui. Bon. Mais voyez-vous, les points moi, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est... aujourd'hui, vous me voyez avec une canne blanche. Alors, pour la présentation tout à l'heure, bon, il se trouve que j'ai un peu galéré pour le dernier slide, sinon ça ne serait pas vu. Mais moi, j'ai une canne blanche. Cette canne blanche, je l'utilise que depuis 2 ans. J'ai la même vision. Et j'utilise depuis 2 ans pour plusieurs raisons. Alors, il y a 2 ans, j'ai fait ça me trottait dans la tête depuis un moment. Mais c'était accepter son handicap, c'était accepter d'être différent, accepter de montrer aux autres qu'on est singulier. C'est pas forcément facile. C'est dur. Peu importe son âge, c'est dur. Et il y a 2 ans, moi, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux. Et ce post, il disait, il commence par « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est quoi? C'est la phrase d'un copain, Jérôme. Jérôme, je suis en train d'accompagner ma fille avec la canne. Il me dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je dis « Tu sais bien que je suis très malvoyant. » Il me dit « Bah oui, je sais bien, mais quand même, tu as une canne blanche maintenant. » Oui. Et puis, ça s'est pas aggravé. Je dis « Bah non, pas du tout. Jusqu'avant, j'avais pas de canne, maintenant j'ai une canne. » Bon, bref. Donc j'explique dans ce post pourquoi ça. J'explique plusieurs choses. J'explique que, d'abord, oui, une canne blanche, quand on ne voit pas, moi je vois très peu de contraste, ça aide à voir les obstacles qui sont devant soi. Donc c'est, d'une part, super utile. Deuxièmement, ça permet aussi de montrer aux autres qu'on a un handicap. Montrer aux autres pourquoi, quand on paraît ivre à 9h du matin, parce qu'on renverse un verre, on n'a pas forcément bu. Pourquoi je ne prends pas la carte comme temps au restaurant toujours? Pourquoi je demande à la boulangerie ce qu'il y a devant moi, alors que si vous voyez, vous ne posez jamais cette question-là. Pourquoi je ne vais pas dire bonjour aux gens que je croise dans la rue? Pourquoi quand je traverse un endroit où je ne dois pas traverser, c'est pas que je suis quelqu'un qui n'en a rien à faire, c'est juste que globalement, je n'ai pas forcément vu qu'il y avait un passage à ce moment-là. Et puis, il y avait un autre point. Et je crois que celui-là, il est super important et c'est celui que moi j'ai envie de vous transmettre. Ce troisième point, c'est un outil militant. Moi, je ne pouvais plus. Je suis arrivé, je disais que j'avais des difficultés d'acceptation avec ma vision qui était en train de partir au début, mais j'avais une difficulté aujourd'hui. Il y a encore très peu de temps, j'avais une difficulté d'acceptation avec mon handicap. Moi, je ne disais pas que j'étais handicapé, je disais que j'étais gêné par une absence de vision. Je ne disais pas que j'étais malvoyant, je disais non, je ne suis pas malvoyant, je ne suis pas non-voyant, je ne suis pas handicapé, je suis gêné par une absence de vision. Alors, non, je ne pouvais plus continuer à dire aux gens, acceptez votre handicap. Je ne pouvais plus continuer à, quelque part, à dire fièrement que le handicap est une force. Et qu'on peut faire quelque chose avec sa différence si moi-même, je n'étais pas en capacité de dire je suis handicapé. Donc oui, j'ai fait c'était ça, c'était de quelque part de montrer aux autres ce handicap. Et je crois qu'il y a un truc qui est super intéressant parce que quand j'ai fait ce post quand j'ai fait ce post sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a eu plus de 2 millions de vues, sur 10 500 likes sur LinkedIn et 1000 commentaires. Et dans ces commentaires, il y en a un que j'ai envie de sortir. Un qui a été, je crois, le plus terrible, mais j'en ai plein qui ont été absolument incroyables. C'est un monsieur qui me dit vous sortez une canne blanche, vous utilisez une canne blanche, c'est bien, bravo à vous. Bravo à vous parce que moi, jamais j'accepterai. Tous les jours, je tombe, je me cogne, je me fais mal, je souffre au quotidien, mais je préfère ça que de laisser penser que je suis handicapé. Ces mots, ils sont super forts. Héloïse, on a combien de temps? Mon téléphone est tombé, je crois. Il est moins 25. Moins 25. J'ai une autre histoire. Cette histoire, moi, je la trouve assez terrible. Vous voyez,
Euh, Ma femme, pendant le premier confinement, elle a monté une association qui s'appelle Olatanea, Kit de survie pour SDF. Donc, bon, le nom est assez explicite. Et en gros, c'est faire vivre un moment important, exceptionnel aux personnes qui sont dans la rue, en leur offrant un moment, mais aussi un objet de qualité. Et un jour, elle discute avec Mimi. Mimi, c'est une SDF sur la Défense. Et puis, de fil en aiguille, elles en arrivent à discuter autour du groupe Facebook Bien vivre son handicap à Courbevoie. Et Mimi, vous savez ce qu'elle... elle dit qu'elle adore la bienveillance, la force qui se dégage de ce qu'elle lit chaque jour sur le groupe Facebook, qu'elle s'y sent bien et que ça la réconforte. Alors ma femme lui dit, mais Mimi, c'est bien, mais pourquoi tu ne commandes pas? Pourquoi tu n'interviens pas dessus? Et vous savez ce qu'a répondu Mimi? Mimi, elle a répondu, ben non, non, j'aurais trop peur qu'on me voie différemment. Et Mimi, elle dit, mais oui, handicapé, non. Être SDF, je veux bien l'accepter. Oui, ça ne me pose pas de souci. Mais passer pour quelqu'un d'handicapé, non. Ces mots, moi, je les trouve terribles. Je les trouve terribles, mais pourtant, je les comprends. Je les comprends parce que ça a été ma vie pendant très longtemps. Un jour, j'emmène ma fille Pauline. Pauline, elle a 11 ans maintenant. Elle avait à peine 9 ans au moment de cette histoire. J'emmène au conservatoire, j'emmène avec ma canne. Et elle me dit, tu sais, papa, j'aime bien quand t'as ta canne. Bon, sur le moment, je lui dis, tiens, elle aime bien que j'ai ma canne blanche. Je ne m'attendais pas forcément à ça, parce que moi, bon, maintenant c'est une alliée, mais pendant les premiers jours où je l'ai utilisée, c'était plutôt... elle me brûlait plus les doigts qu'elle m'était utile, pour être honnête. Et elle me dit, oui, j'aime bien quand tu as ta canne, parce que maintenant, j'ai plus besoin de faire attention à toi. Et ces mots-là, moi, je les trouvais super forts. Et si certains d'entre vous s'occupent d'un parent en fragilité, peut-être ça fait écho. Et je me suis dit, mais waouh, quel papa j'ai été, moi, pour laisser porter une telle responsabilité sur les épaules de ma fille. Quel papa j'ai été pour laisser vivre ça, comme si ma fille était mon chien guide, tout simplement parce que je n'arrivais pas à accepter, je n'arrivais pas à assumer ma différence. C'est incroyable. Alors, je disais il y a quelque temps, moi il m'a fallu 15 ans, 15 ans pour accepter le fait que ce que j'avais vécu n'était pas tout à fait quelque chose de normal. Il m'a fallu 15 ans pour accepter mon handicap, pour me sentir aujourd'hui plus épanoui. Il m'a fallu 15 ans pour pouvoir faire en sorte que mon handicap, plutôt qu'une honte, devienne une fierté. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui maintenant, depuis ces communications et depuis que moi j'étais plutôt pas de réseaux sociaux, d'une autre génération, peut-être maintenant je crois, mais j'étais plutôt en vivons heureux, vivons cachés. Et depuis que je me suis rendu visible sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mes collègues qui m'ont dit à quel point cette expérience-là, de vivre et de travailler avec quelqu'un en situation de handicap, quelqu'un qui était en train de se battre chaque jour pour travailler, qui était en train de perdre la vue, ça avait été profondément enrichissant. Profondément enrichissant pour eux, profondément enrichissant pour leurs équipes. Ils me disaient à quel point, finalement, en se levant le matin, quand ils n'avaient pas trop le moral, ils n'avaient pas trop envie d'aller au boulot, à quel point ça avait été quelque chose, un moteur, à quel point j'avais été un moteur fort pour eux. Pour moi, je le disais tout à l'heure, pour moi, j'avais vécu quelque chose de normal, je n'avais pas vraiment d'autres solutions que vivre ça. Alors oui. Moi, en m'acceptant, et en acceptant quelque part ce truc-là comme ma canne blanche, comme une sorte de glaive,
comme étant quelque part un outil, un allié, eh bien, je suis devenu beaucoup plus heureux. Moi, je fais quelque chose qui a du sens. J'essaye, dans d'autres de mes interventions, je travaille autour des handicapés célèbres. J'aime bien celle-là. J'aime bien cette conférence-là. Elle est bien parce que on passe par Kennedy, on passe par Roosevelt, on passe par Churchill, on passe par Eminem, on passe par Greta Thunberg, on passe par Jacques Villeray, Beethoven, Mozart, Frida Kahlo, Van Gogh, Thomas Edison, Monet. J'en oublie, hein, j'en ai une liste de 50, 60, ça tient des heures. Tout ça, toutes ces personnes sont des personnes en situation de handicap. Ah, puis, celui que j'aime bien, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, profondément en situation de handicap, dyslexique, dyspraxique. Daniel Radcliffe, pour ceux qui ne savent pas, c'est le héros d'Harry Potter. Mais Daniel Radcliffe, il n'était pas en capacité de reproduire le mouvement avec sa baguette magique. Et puis, il s'est battu, il a travaillé. Puis, malgré son handicap, c'est devenu une superstar. Et juste parce que ce gars-là était brillant, il avait une difficulté, mais il l'a dépassé. Ouais. Il était en capacité de faire des choses absolument fantastiques. Et je crois que c'est ça, moi, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Alors oui, c'est pour peu que les autres l'acceptent. C'est vrai. Parce que tout le monde préfère finalement se cacher. La grande majorité des gens préfèrent se cacher, faire comme tout le monde et puis être plus ou moins anonyme, on prend moins de risques. Mais pour peu qu'on accepte d'être différent, parce qu'on l'est tous, pour peu qu'on soit en capacité d'analyser et de comprendre ses forces, de comprendre aussi ses difficultés, la vie, elle peut être absolument fantastique. On peut faire des choses assez incroyables, en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Moi, Thomas Edison, je ne sais pas si certains connaissent, Thomas Edison, c'est quelqu'un qui a fondé General Electric. Il était sourd. Thomas Edison, il m'a dit, moi, ça m'a évité de perdre du temps avec des bavardages. Bon, c'est lui qui l'a dit. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'on a tous des ressorts absolument incroyables au fond de nous. Et je crois que pour peu qu'on soit capable de s'accepter, pour peu qu'on soit capable de se comprendre, le handicap, mais au sens large, la différence, c'est une force. La différence, c'est quelque chose dont on doit être fier. Et oui, c'est une force qu'il faut montrer. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au moment d'échange. Donc, comme je vous rappelle, si vous avez une question, vous levez bien haut la main. Pour les personnes qui nous regardent via le live, vous avez la possibilité de vous poser vos questions donc à causerie@cesi.fr. Donc, allez, vous pouvez commencer si vous avez des questions. J'apporte le micro. Combien y a-t-il de types de cannes pour les malvoyants? Des types de cas ? Oui. Oh, malheureusement, j'aimerais bien donner les chiffres. On a 1 700 000 malvoyants en France. De malvoyants légers à malvoyants profonds, en passant par la cécité totale. Mais très peu sont des gens qui sont dans le noir total. Mais bon, il y a énormément de choses. Vous pouvez être daltonien, vous pouvez être amblyopes, vous pouvez avoir une maladie, une rétinite pigmentaire, vous pouvez avoir des petits trous. Moi, typiquement, je vois c'est un bloc un peu opaque au centre de ma vision et je vois un petit peu plus ou moins de lumière autour. Mais il y a beaucoup de sortes de malvoyance. La DMLA, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes handicapées qui sont handicapées liées à l'âge aussi aujourd'hui. Dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on fait comment pour les reconnaître? L'ophtalmo. L'ophtalmo, il va voir. Moi, j'ai une amie, elle voit à travers un grillage.
En fait, c'est un peu comme un damier. Donc, il y a un côté, c'est noir, un moment, c'est un blanc, un côté, c'est noir, un moment, c'est blanc. C'est-à-dire qu'elle arrive à lire avec ça. Mais bon, globalement, quand elle va chez l'ophtalmo, elle fait un examen de ce qu'on peut voir. Et puis, on lui demande de regarder, de lire, vous savez, les lettres quand vous faites la visite médicale avec, je crois que c'est un Z, le gros en bas. Et puis, on demande de lire. Et puis, ça permet de diagnostiquer ce que vous avez. Une autre question ? Bonjour. Donc moi j'aimerais savoir, puisque vous avez perdu la vue, est-ce que vous avez pu compenser ça par peut-être un surdéveloppement de vos autres sens et comment ça s'est ressenti pour votre part? Alors j'ai eu plein de vies, oui, j'ai eu plein de vies au-delà du fait que j'étais handicapé. Et ici, c'est pas l'objet de tout dire, mais bon, la vérité, c'est que pas énormément. Normalement, oui, je crois que vraiment on développe le toucher. On développe le toucher en numéro 1. Et puis un petit peu de son. Moi, je traversais un petit peu de. En fait, je crois pas que j'ai développé l'audition, parce que c'est pas le cas, mais surtout la capacité à quelque part comprendre que quand il y avait de l'air qui passait quelque part, c'était une sortie de métro. Comprendre que quand il y avait un bruit derrière moi, un petit gling, c'était un bruit de fourchette, etc. Donc, vous voyez, c'est plus la transformation du bruit vers quelque chose que je comprends, plutôt que vraiment une meilleure audition. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais c'est à peu près ça. Une autre question. Comment vous êtes démarqué en tant que profil handicap dans une société qui n'accepte pas tous les handicaps? Ils les voient comme ils sont inaptes. Et il y en a, ils n'ont pas tous confiance en eux à cause de leur... comme il dit au début, c'était pas une force. Peut-être que vous voulez parler du fait de prendre confiance et de savoir comment insuffler cette confiance aux managers et à l'entreprise qui vous emploie. La question est très claire. Voilà. Moi je vais répondre déjà sous deux choses. On a 2 points. C'est que effectivement, on va déjà il faut une société qui soit handi-accueillante. Handi-accueillante, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, ça c'est un vrai. Et je crois que c'est pour ça aussi que moi j'aime bien intervenir ici, parce que c'est vous demain, les managers, qui seront en capacité de dire, mais tiens, moi j'ai rencontré un jour quelqu'un. J'espère, cette personne-là m'a globalement inspiré, m'a montré qu'on pouvait être compétent même en situation de handicap. Et je crois il y a beaucoup de cas. Moi, j'ai des copains qui sont patrons de sociétés de plus de 1000 personnes, qui sont complètement non-voyants. J'ai quelqu'un qui est sourd et qui est à la tête d'une structure d'assurance de plus de 700 personnes. Voilà, il y a énormément de possibilités. Maintenant, il faut déjà que la société, que le management soit prêt. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est quand on passe un entretien de recrutement, déjà, il faut que ça matche. Il faut que ça matche avec la personne. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas venir, parce que vous savez, moi, j'ai recruté des centaines de personnes pas en situation de handicap et en situation de handicap. Moi, j'étais en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Je peux vous assurer quelque chose, c'est que quand vous avez un doute en recrutement, vous ne faites pas. Moi, c'est ce qu'on m'apprend. C'est ce qu'on m'a appris. Alors, je ne sais pas si on fonctionne encore comme ça, mais en tout cas, moi, on m'a appris ça. On m'a dit, tu as un doute, tu ne fais pas. Et c'est pour ça qu'en situation de handicap, il faut être en capacité de venir aussi avec pas que des problèmes, mais des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il existe quelque chose qui s'appelle la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, les RQTH. Mais les RQTH, elle permet d'avoir une adaptation du poste de travail. Ça, c'est important. Mais les RQTH, elle ne permet pas d'être embauché. Par contre, quand vous venez avec un handicap ou pas, vous êtes un professionnel. Un professionnel, il ne vient pas avec des problèmes, parce qu'il vient aussi avec des solutions. Et ça, je crois que c'est aussi important de l'avoir à l'esprit. Après, si le management n'a pas envie d'avoir une personne handicapée, que vous le sentez, généralement... moi, j'ai tendance à dire, on fera les Don Quichotte plus tard, mais quand il s'agit de trouver un boulot, on se met plutôt avec des gens qui ont envie d'avoir quelqu'un qui se bat pour vos compétences. Moi, les boulots que j'ai pris, je suis venu avec des solutions, mais sincèrement, je me suis dit, écoute, malheureusement, je suis en situation de handicap. Après Sagem, c'était pas simple, parce qu'après, moi, j'ai pris un boulot, il fallait que je retrouve quelque chose. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Il a fallu que je retrouve un travail et je me dis, ça va être difficile, je vais être discriminé. Je me suis dit, c'est pas grave.
je vais avoir sûrement un taux de retour 10 fois inférieur à la vérité. Alors moi, je suis désolé, j'ai un discours qui est peut-être pas en adéquation avec 100% ce que les gens disent, mais c'est la vérité. Je dis, bah attends, ok, on va peut-être avoir 10 fois moins de retours. Bah, c'est pas grave, je vais envoyer 10 fois plus de courriers et ça va marcher. Et je viens pas avec des problèmes, je viens avec des solutions. Il y aura, moi c'est ça le message que j'ai envie de passer. C'est déjà, il faut que ça marche en face. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est pas sympa, ça sert à rien d'aller travailler avec. Ça, c'est un point 1. Et puis le deuxième point, bah, c'est déjà venir soi-même et avoir déjà, ce que j'essaie de passer comme message, c'est déjà avoir confiance en soi. Et si on a confiance en soi et qu'on vient avec des solutions, on peut énormément apporter à tout type d'entreprise et à tout type d'employeur. Merci. Une autre question d'ici. Comment vous avez fait pour continuer vos efforts malgré la difficulté? Est-ce qu'il est possible de repréciser un petit peu plus? Oui. Je voulais savoir, je dirais, il y a une grosse difficulté de se dire qu'on ne peut plus voir, on n'arrive plus à faire, je dirais, comme on dit, comme avant, réussir à tout voir, tout percevoir. Oui. Et donc, ça, je dirais, ça met devant nous un mur de difficultés qui, je dirais, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, qui devient de plus en plus grand. Et comment faire, je dirais, pour le surmonter, le casser, réussir à le surmonter? Bon, déjà, je disais tout à l'heure que j'ai eu plusieurs vies, mais déjà, effectivement, moi, j'avais été aidé, soutenu par ma femme à l'époque. C'est important de ne pas être tout seul. Et puis assez vite, alors moi, j'ai du mal à donner cette phrase-là parce qu'a priori, elle existe. Je l'ai vraiment dit. Je l'ai dit à ma sœur il y a quelques temps de ça, quand on a rediscuté de mon cas. Quand j'ai perdu la vision sur le deuxième œil, je lui aurais dit, si elle me le dit, c'est que ça doit être vrai, je lui aurais dit, on va enfin savoir ce que je vaux réellement. Bon, je devais avoir un gros ego, je pense à ce moment-là. Et puis c'est sûrement ce qui m'a permis de tenir aussi, c'est que je me suis dit non, mais c'est pas grave. Il y a l'adversité. De toute façon, on a tous une adversité dans la vie. Moi, sincèrement, je connais personne qui n'a pas de handicap. Je connais des gens, moi je suis plutôt maintenant à l'aise pour aller en public. Et encore, je peux vous assurer, quand j'étais assis là tout à l'heure, maintenant je suis content. Moi, j'aime bien, quand je rentre sur une scène, je suis content, mais avant ça, je suis tétanisé comme pas possible. Bon, j'explique ça à ma gamine qui a 11 ans, je dis, bah écoute, tu vas voir, moi, je connais des gens qui sont tétanisés à parler devant les gens. Bon, bah, est-ce que c'est un handicap? J'en sais rien. Peut-être. Je crois que j'étais un peu hyperactif quand j'étais gamin, c'était pas diagnostiqué, mais ça doit sûrement être un truc aussi, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je crois qu'on a une difficulté, je crois que la difficulté, on a deux possibilités. Soit on se dit, c'est terminé, j'ai une difficulté, c'est pour ça que j'ai dit en toute sincérité tout à l'heure, j'y ai pensé, j'ai pensé que la difficulté, je ne serais pas en capacité de la surmonter. Mais aussi, on se dit, non, cette difficulté-là, de toute façon, c'est un fait. Moi, je pense, et ça c'est un message que peut-être j'ai envie de vous confier aujourd'hui, ne nions pas les faits. Si on passe notre temps à nier les faits, dans la vie, on a perdu beaucoup de temps. Et quand on est aveugle, on est aveugle. Quand on est sourd, on est sourd. Quand on a tel handicap, qu'on est dyslexique, on a un tel handicap. Il y a des solutions de contournement, mais il faut les utiliser. Puis voilà, puis il faut le savoir. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas être en capacité de bien vivre avec, et puis aussi de le vendre aux gens, parce que dans la vie, il faut aussi se vendre. Merci. Une autre question ici. Bonjour. Comment vous utilisez votre téléphone? S'il n'était pas par terre, je vous dirais où il est. Tout à l'heure, j'ai voulu regarder le temps. Alors, je pourrais vous le montrer après. Il reste 8 minutes, ça va. Ok, alors on pourra, mais je vais pas prendre le risque de galérer pendant 10 minutes à le chercher par terre. Vocal. En fait, moi j'ai un iPhone, mais ça existe aussi sur Android. En fait, vous avez un truc qui s'appelle VoiceOver. Vous avez quelque chose qui s'appelle VoiceOver dessus. Et VoiceOver, en fait, ça, peut-être un jour, si ceux qui ont les iPhones l'ont essayé par erreur, et quand vous ne savez pas le débrancher, c'est vraiment très compliqué. Mais VoiceOver, c'est ce qui permet de lire tout ce que vous avez dessus. Alors, il existait plein de solutions. Moi, j'avoue que c'est pour ça que c'est super important de se former. Moi, je fais tellement de choses, j'ai pas pris le temps toujours de me former. Je crois que c'est pas bien. Ça, c'est moi, j'analyse ça comme mon point faible. Maintenant, il va falloir que je me bouge un peu les fesses. Mais au début, quand j'ai perdu la vue, c'était les petits téléphones. Alors, on appuyait 3 fois, il y avait ABC. J'appuyais 3 fois sur la touche en haut à gauche. Ça fait A, B, C. Ça me parlait. Puis après, je tapais mes SMS comme ça. Mais ça lit tout, ouais.
Ça lie tout. Ça lie tout. Ça me lie. Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais ça vous lie aussi ce que vous avez sur les images. C'est ce qu'on appelle la méta-description. Donc, c'est pour ça que si vous allez sur LinkedIn, par exemple, vous allez sur le petit alt, et le alt vous permet d'aller décrire ce que vous avez sur la photo. Si vous faites ça sur X, ex-Twitter, ça vous permet de décrire ce qu'il y a sur la photo. Pareil sur Insta. Même si Insta est très peu utilisé par les déficients visuels. Mais bon, voilà, l'idée c'est qu'effectivement, ça vous lit tout ce qu'il y a. Et donc avec ça, vous pouvez vous pouvez utiliser vos téléphones quasiment presque normalement. Ça veut dire, moi j'y reçois des notifications comme tout le monde, et je crois, super accro aux notifications comme tout le monde. Donc voilà, il y a certains endroits où je dois désactiver des conversations parce que sinon je passe ma journée là-dessus. Mais bon, ça, je pense que je ne suis pas tout seul comme ça, handicapé ou pas, quoi. Une question par ici. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour apporter des changements sur les différences entre ceux qui ont un handicap et non, dans les sociétés qui ne voient pas comme ça? En tant que futur salarié, oui. Bah, déjà, en fait, il y a une chose, c'est que nous, on a... Vous voyez, je parlais tout à l'heure des handicapés célèbres. Et en fait, c'est quand même assez rigolo. C'est que dans beaucoup d'handicapés célèbres, on en a quelques-uns, on a quelques Français. Mais il y a énormément d'Américains. Il y a énormément d'Anglo-Saxons. Et ça, je crois que c'est super intéressant parce que peut-être il y a une différence de vision entre les anglo-saxons et la France. C'est-à-dire que nous, on va avoir une vision, et c'est super, qui va beaucoup plus être basée sur le côté financier, où on va venir en soutien financier à la personne en situation de handicap ou à l'aidant. Les anglo-saxons vont plutôt avoir tendance à dire « je construis un écosystème, je construis un monde où chacun va pouvoir se déplacer librement ». Déjà, c'est un point. Je parlais du fauteuil roulant, mais il n'y a pas que le fauteuil roulant. Aux États-Unis, j'ai étudié en 99 aux États-Unis, vous aviez des rampes partout. Donc déjà, en tant que jeune, demain, c'est de se dire si ça, c'est pas accessible, c'est pas possible d'avoir une entreprise où je ne peux pas embaucher quelqu'un qui va être à mobilité réduite pour une seule raison, parce que ma société, elle n'est pas accessible. Donc non, on doit faire le nécessaire pour que la société soit accessible, l'entreprise soit accessible. Il est important, le deuxième point, c'est de pouvoir aussi faire en sorte de connaître les solutions de compensation du handicap. Il y a une très bonne question qui a été posée, comment utiliser votre téléphone? Mais moi, j'utilise l'ordinateur de la même manière. Moi, j'utilise beaucoup plus mon ordinateur en vocal. Donc, il y a énormément de choses. C'est-à-dire qu'une fois, quand vous êtes malvoyant, vous êtes non-voyant. Une fois que j'arrive à un endroit, moi je suis sur scène, là j'ai ma canne pour la conférence, mais et en plus elle me permet d'occuper ma main gauche, donc c'est quand même merveilleux. Mais sinon, si je la mets à côté, c'est la même chose. Une fois que je suis là, je ne vais pas tomber. Donc quelque part, mais il y a des solutions de compensation. Il y a des solutions de compensation du handicap, il faut les connaître. Et puis il faut savoir, moi je crois que c'est ça la clé, et c'est ça la clé pour le manager de demain, c'est d'être en capacité de comprendre les besoins spécifiques de l'autre en face. Moi, ma conviction profonde, c'est que si on est capable de manager un collaborateur en situation de handicap, de comprendre ses besoins spécifiques, de comprendre ses envies, de comprendre ses attentes, de comprendre quels sont les outils que nous pouvons lui apporter pour qu'il puisse mener à bien sa mission, eh bien, le manager sera d'autant plus performant. Parler de l'autisme tout à l'heure. Eminem, par exemple, il est autiste, alors avant, maintenant ça s'appelle trouble du spectre autistique, avant on appelait ça Asperger. Mais il y a un fonctionnement, il y a des manières de fonctionner avec des collaborateurs, quelle que soit leur spécificité. Et plus vous allez vous intéresser à l'autre dans la spécificité, plus vous allez comprendre que chacun est différent, et plus on sera capable de construire un monde où chacun pourra vivre, plutôt que l'un contre l'autre, ce sera l'un avec l'autre. Merci. On a une question via le live, mais ça découle un petit peu de ce qui vient d'être dit. Moi, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à l'hôpital qui nous suit de son lit d'hôpital. Alors, je ne sais pas quel est ce qui se passe, mais en tout cas, merci de nous suivre aujourd'hui. Elle avait une question sur cette personne, sur quels aménagements raisonnables, j'imagine,
légaux peuvent être mis en place pour favoriser l'accessibilité dans les espaces publics et privés. J'imagine qu'à travers vos associations, vous avez aussi une voix et vous pouvez porter pour tout ce qui est loi pour les aménagements obligatoires liés aux entreprises et espaces publics. Ouais. Bon. Alors, je crois que le gros chantier sur lequel on doit travailler, c'est vraiment le chantier de l'accessibilité. On attend tous avec une énorme impatience le décret d'application. Alors, décret d'application, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est la traduction d'un point de vue organisation, j'essaie de faire simple, de la loi. C'est à peu près ça. On attend tous le décret d'application sur l'accessibilité des établissements recevant des travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour que votre entreprise soit accessible. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Pour simplifier, c'est à peu près ça. Donc là, on l'attend tous. Et là, ça traîne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes, etc. Sur l'environnement de travail, je crois qu'à un moment donné, il faut respecter la loi. Moi, c'est ce que je dis. En 2005, il y a eu la loi sur l'égalité des droits et des chances. Et cette loi-là, elle prévoyait que la France soit complètement accessible en 2015. Bon, 2015, on est en 2023. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques vont avoir lieu l'année prochaine à Paris, dans d'autres villes de France, mais ne serait-ce déjà à Paris, on a une seule ligne de métro complètement accessible. Alors on dit, bah oui, mais il faut accessible PMR. Oui, mais il faut... c'est compliqué, etc. Ça coûte cher. Vrai, ça coûte cher. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous ai quand même expliqué en préambule que les fauteuils roulants, c'était 650 000 fauteuils. C'est beaucoup déjà, mais c'est 650 000. Aujourd'hui, il existe des solutions, par exemple, qui vous permettent de pouvoir vous déplacer pas à pas dans le métro, que vous ayez des problèmes d'orientation ou des problèmes visuels avec votre GPS et tout ça dans toutes les langues du monde. Bon. On n'attend qu'une chose, c'est que ce soit mis en place. Il existe plein de choses aujourd'hui. Il y a eu plein de startups qui sont développées, qui ont créé des choses super sur le handicap. Certaines de ces startups sont passées en mode industrialisation. Il est temps d'y aller. Il est temps de passer commande. L'État là, a mis 1,5 milliard sur la table pour faire en sorte que d'accessibilité en extrême urgence, si je peux dire, les lieux publics et privés. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. On aurait énormément de questions à poser. Peut-être qu'on posera juste après la causerie, mais le live va se terminer. Donc, merci encore, Monsieur Julet. On peut l'applaudir sincèrement. Merci, Louise. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions qui vous restent sur causerie@saisie.fr et on transférera vos interrogations à Monsieur Julet. Il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, on se retrouve donc mardi prochain avec Béatrice Biancardi, qui est enseignante-chercheuse au laboratoire Linéax Saisie, qui vous parlera des sciences humaines et des nouvelles technologies. Donc la causerie, souriez, vous êtes analysés. On vous attend nombreux, soit en présentiel, soit en distanciel. Je reste disponible pour toutes vos questions à causerie@saisie.fr. Et les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube Saisie, sur la playlist Les Causeries Saisies des 3 dernières saisons. N'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Merci à tous. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.